Afin de mieux cerner ce qu'est le jeu chez l'enfant aujourd'hui, il est intéressant de faire un retour sur l'histoire du jeu à travers le temps. On peut supposer que depuis ses débuts, l'homme a joué. Mais les premières traces historiques du jeu remontent à l'Antiquité, encore plutôt qu'Athènes et la Grèce. Les fouilles archéologiques dans la Chine ancienne, au Pérou et en Égypte révèlent des dessins de différentes scènes de jeux et de jouets comme des poupées, des hochets et autres jouets en poterie et en métal. Les études anthropologiques sur les civilisations anciennes révèlent des preuves de jeux. Le chant, le conte, les arts et l'artisanat, la danse et le mouvement rythmique, des jeux et des concours. Plusieurs jeux avaient une signification religieuse datant d'anciens rites de divination. Dans la Rome antique et la Grèce ancienne, Platon, Aristote et Quintilien sont les premiers à considérer le jeu dans le développement de l'enfant. Platon a divisé le développement de l'enfant en trois niveaux. De 0 à 3 ans, l'enfant devait être protégé et on devait en prendre soin pour qu'il se développe sans peur et sans souffrance. De 3 à 6 ans, l'enfant doit jouer et écouter sa mère lui raconter des histoires et des contes. De 6 à 13 ans, les enfants sont séparés en fonction du sexe et reçoivent une éducation plus formelle et académique. Aristote comme Platon considèrent qu'avant l'âge de 5 ans, on ne doit rien apprendre aux enfants de peur que cela entrave leur croissance. Les enfants devraient être le plus actifs possible, même dans leur jeu, pour éviter de développer un corps paresseux. Quintilien, pour sa part, a mis l'emphase sur le fait que durant les périodes de jeu, l'enfant développe ses capacités de mémorisation, ce qui était particulièrement important pour devenir un bon orateur. Il ne dénigre pas non plus l'utilisation de jouets ou d'objets inventés pour stimuler l'apprentissage des enfants. Au Moyen Âge, pendant cette période médiévale, les enfants jouaient à des jeux de chasse et de compétition, des jeux représentant les aînés et les héros, les jeux qui reflètent l'imagination fertile et les jeux de guerre. Les jouets sont les premiers trésors de l'enfant. Pendant des siècles, les bébés et les jeunes enfants ont reçu des hochets. En développant des compétences physiques et mentales, les balles deviennent des jouets appréciés. Les poupées et les petits navires deviennent favoris pour jouer à faire semblant. Avec l'avancement des compétences et de l'âge, les enfants s'engagent dans des jeux avec des marionnettes et des figurines de soldats et d'animaux. Les enfants pauvres et riches ont fait leurs propres jouets en utilisant du sable, des chiffons, des cordes, des bâtons et divers matériaux qui étaient à portée de main. Durant le XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau était un géant parmi les philosophes. Dans son livre Émile, Rousseau fait un chapitre sur le jeu, les loisirs et le développement de la santé forte et saine. Un corps faible fait un esprit faible. L'affaiblissement du corps rend difficile les exigences. Plus il est fort, plus il obéit. Il a rejeté la perception commune des adultes que le jeu est, essentiellement, ne rien faire, et a favorisé la course, les sauts, les chants et autres jeux des enfants en nature. Rousseau souhaitait développer tous les sens, et a vu un lien entre le développement et l'utilisation efficace des sens et les activités ludiques de l'enfant, laissant l'enfant effectuer librement tous les exercices qui encouragent l'agilité, le saut, grimper aux arbres et les murs, et de laisser l'enfant courir pieds nus à l'intérieur et à l'extérieur. Étant donné que les enfants sont toujours en mouvement librement, il est facile, pensait-il, de les engager dans l'apprentissage à travers des activités naturelles. Ensuite, Pestalozzi fut grandement influencé par les idées de Rousseau concernant la nature de l'enfant et les a mis en œuvre une génération plus tard. Comme Rousseau, il jugeait que l'éducation devait consister essentiellement en l'établissement de saines conditions pour le développement naturel de l'enfant. L'environnement permettrait de stimuler le développement global de l'enfant, tout comme un bon jardinier ferait pour ses plantes. Un principe directeur de Pestalozzi a été apprendre en faisant, un thème rendu plus tard populaire par John Dewey. Ensuite, Froebel développa sa propre école pour les enfants et éclipsa les autres grands philosophes éducateurs du Moyen Âge et de la Réforme grâce à sa profonde compréhension du jeu et sa mise en œuvre dans les méthodes d'enseignement pour les enfants. Friedrich Froebel est le père des garderies des jardins d'enfants. Il ouvre la première garderie en 1837 à Blankenburg en Allemagne. L'influence de Froebel sur le rôle du jeu, de la nature et du plein air dans l'éducation, en particulier les jardins d'enfants et les centres de développement de l'enfant, est peut-être inégalée. Les premiers écrivains de la Renaissance sur le jeu des enfants ont apporté des contributions originales héritées par l'observation, la réflexion et l'expérience directe. Jouer favorise la santé et le développement physique et aide à préparer les enfants pour leur futur rôle dans leur vie. En effet, ils ont fait valoir que l'éducation devrait être un amusement, l'apprentissage doit être agréable, une grande variété de jeux et de divertissements devrait être encouragée. Par conséquent, au fil du temps, la nature du jeu et son importance dans le développement des enfants occupent progressivement l'attention croissante des chercheurs et aboutit à des perspectives théoriques toujours plus profondes et des applications pratiques plus larges. D'éminents chercheurs de la Renaissance et de la Réforme ont affiné et élargi les perspectives sur le jeu énoncées par des personnalités telles que Platon, Aristote et Quintilien. Ils proposent que l'éducation soit réformée, la discipline interdite et la scolarisation agréable.
Les chercheurs prémodernes ont laissé un riche corpus de connaissances pour les futurs chercheurs. Par exemple, apprendre en faisant, un thème développé par Comelius, Pestalozzi et Froebel devait plus tard devenir un principe de base adopté par Dewey, Piaget et Montessori. Tous comprirent, de même que les Grecs et les Romains, que le jeu était essentiel pour la santé et le développement. Les écrivains de la Renaissance ont demandé l'entrée progressivement de ces connaissances dans les écoles en élargissant les programmes pour inclure le jeu et les loisirs, l'étude de la nature et le jeu dans les milieux naturels et les jardins. L'éducation était libérale en se concentrant sur le jeu et le renforcement des pouvoirs physiques, moraux, artistiques et intellectuels. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on assiste à un certain nombre de mouvements pour améliorer les conditions pour les enfants et leur fournir des jeux et terrains de jeu. Après l'introduction de gymnases en plein air et les jardins de sable en Amérique, deux mouvements parallèles ont émergé. Le premier mouvement a été basé initialement sur la tradition de la condition physique allemande. Le mouvement mettant l'accent sur le développement physique et les loisirs a grandi au début du XXe siècle et est devenu le National Recreation and Park Association qui existe encore aujourd'hui. L'autre mouvement, désigné ici comme le mouvement de développement de l'enfant, a des racines dans le travail de Pestalozzi, Froebel et de leurs prédécesseurs de l'époque de la Renaissance. Grâce à ce mouvement multiforme, le développement de l'enfant devint une entreprise scientifique respectable et, par conséquent, le jeu des enfants, qui est validé comme un élément central du développement de l'enfant, devenant un sujet de recherche universitaire par de plus en plus de chercheurs, représentant toutes les sciences du comportement. Les instituts d'études de l'enfant n'ont pas été mis en place dans le but spécifique d'étudier le jeu des enfants, mais la recherche positionne le jeu comme une variable essentielle dans le développement sain des enfants. Ceci a eu une influence durable sur l'intégration du jeu dans le développement de l'enfant et de l'éducation. Au début du XXe siècle, le jeu est devenu de plus en plus considéré comme un processus central dans le développement social, cognitif, physique et affectif de l'enfant. Les spécialistes du comportement tels que Hall, Spencer, Gesell, Thorndike, James et Dewey ont apporté des contributions importantes qui ont été réalisées en début de XXe siècle avec l'Institut de recherche de l'étude de l'enfant de l'Amérique et de la recherche sur le jeu. Tout au long de l'histoire, la plupart des philosophes, éducateurs et penseurs imminents semblaient avoir compris que le jeu est essentiel pour le plein épanouissement d'une enfance heureuse et bien développée. Maintenant, pour la première fois de l'histoire, les enfants des pays industrialisés ont perdu l'intérêt pour le jeu sur les terrains extérieurs naturels et ont oublié comment s'engager dans un jeu extérieur spontané.